Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Jardins de la Culture. Alors cette semaine nous vous proposons un voyage hors du commun et il sera question bien sûr d'explorer tous les sens mais aussi le patrimoine toulousain et c'est Myriam Pastor, guide, qui nous en dit plus. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la visite qui aura lieu demain. Donc c'est une visite qui s'appelle Visite à sentir. Alors première chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça va consister ? Alors cette visite a été créée tout d'abord pour les Journées du patrimoine, puisque en 2009, ces journées avaient pour thématique tourisme et handicap. Donc il était nécessaire d'ouvrir aussi des visites guidées aux personnes avec une difficulté physique. Ouais. Et notamment celle-ci était particulièrement adaptée aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Ouais. Et donc on l'appelle la visite à sentir parce qu'elle va passer bien sûr par les sens olfactifs, mais aussi le toucher, tout ce qui est ressenti, plus que par la vision. Ce qui est l'outil qu'utilisent en général les personnes voyantes. Elles vont d'abord regarder et ensuite essayer de comprendre. Là, la démarche est différente. C'est se retrouver en situation comme des personnes non-voyantes, donc les yeux bandés, et au son de ma voix, se déplacer sur un itinéraire en groupe et essayer de ressentir un petit peu l'histoire de Toulouse à travers les informations que je peux donner, mais aussi le ressenti au toucher. Est-ce que le sol est lisse, c'est de la brique, de l'argile, est-ce que c'est du galet, les odeurs aussi qui sont associées à l'histoire et à la vie de Toulouse. Alors justement, donc cette visite aura lieu demain à 14h30. Alors on va expliquer un petit peu où commence la visite et combien de temps elle dure. Voilà, on va expliquer un petit peu tout ça. Alors le rendez-vous est fixé à l'office de tourisme puisque c'est une visite qui nécessite d'être inscrit. Donc l'inscription peut se faire 5 minutes avant le départ de la visite. Et c'est une visite qui dure à peu près 2 heures. Donc sur un itinéraire défini qui démarre donjon du Capitole à l'office de tourisme. Ensuite on va se rendre vers le couvent des Jacobins. Nous irons à l'hôtel d'Acésa et nous finirons à la maison d'Occitanie. Alors, du coup, pourquoi ces lieux-là en particulier ? C'est quoi ? C'est parce qu'ils sont pas loin, donc ça fait un trajet assez court ? Alors c'est vrai que la proximité joue parce que quand on est voyant, on a des repères qui sont différents. Donc là, on va se retrouver les yeux bandés à se déplacer dans la ville. Donc il faut que le parcours soit quand même un peu plus court. Et puis c'est aussi l'intérêt qu'offrent ces différents monuments. Par exemple, c'est vrai qu'au niveau des volumes, se retrouver dans les caves de l'hôtel d'Acésa, dans cette perception de chaleur confinée, intime, ou dans l'église des Jacobins où il y a ce grand volume, cette acoustique, on a une autre perception. Et puis ce sont aussi des lieux emblématiques. Pour l'anecdote, le marché aux violettes se tenait aux Jacobins, le pastel est associé à l'histoire des marchands et l'hôtel d'Acésa rappelle le commerce du pastel. La maison d'Occitanie, c'est aussi un autre type de demeure avec un jeu de sol, d'architecture différent. Du coup, ces lieux-là, que ce soit l'église des Jacobins, la maison d'Occitanie ou l'hôtel d'Acésa, ce sont des lieux qui sont aussi particulier en termes d'architecture, c'est quelque chose qui est joli à regarder. Alors du coup, comment on arrive à rendre intéressant une visite quand on n'a pas les yeux pour voir ces bâtiments-là ? Alors c'est vrai qu'il va falloir utiliser une description, un vocabulaire qui permette justement de comprendre un petit peu les volumes dans lesquels on se trouve. Alors c'est vrai qu'au départ, il y a aussi une partie introductive historique. Nous sommes à tel endroit, quelle est l'histoire de ce bâtiment ? Et ensuite, comment ressentir ? Alors c'est vrai que la lumière peut jouer. Si on a la chance que le soleil soit présent, passant par les vitraux des Jacobins, il y aura cette sensation malgré tout de lumière qui est présente. Il y a aussi les volumes, l'acoustique. Dès qu'on module un peu sa voix, le son prend une ampleur très forte. Ça permet de se rendre compte. Et ensuite, bien sûr, l'imaginaire, puisqu'étant non-voyant, ayant la chance par ailleurs de voir pour certaines personnes, ça permet par rapport à un vocabulaire choisi de se donner une idée. Mais quand même, je ne veux pas révéler toute la visite, mais à certains moments, on fait tomber le bandeau pour justement ouvrir les yeux et se dire est-ce que ce que je vois là correspond à ce que j'ai pu percevoir ou ressentir. Alors du coup, Toulouse offre pas mal de richesses en termes de tout ce qui est toucher, sentir. Alors pour parler d'abord du toucher, qu'est-ce qu'on aura la chance de pouvoir toucher comme différentes matières ? Ne serait-ce que la différence entre de l'argile crue et la brique cuite, la différence aussi avec le marbre ou la pierre qui sont des matériaux malgré tout utilisés, le galet, le bois qui est aussi très présent et les végétaux parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette nature qui est présente dans la ville à travers ces jardins publics mais aussi les jardins clos à l'intérieur même des couvents ou des monastères. Et au niveau de l'odeur, au niveau de l'odorat, on connaît la violette. Ici à Toulouse, il y a d'autres odeurs comme ça qui sont
allez, on va dire, particulière à la ville de Toulouse? Alors c'est vrai que lorsque on a l'habitude d'un lieu, les odeurs sont moins perceptibles. Mais si on voyage à l'étranger, tout de suite on se retrouve et les odeurs nous percutent. Donc c'est un peu la même chose. Je sais que les gens rentrant dans le cloître des Jacobins, tout de suite me disent ça sent le buis. Moi j'y rentre tous les jours, je ne sens plus le buis. Mais ils ont de suite cette perception du buis. Ou dès qu'il a plu, on a l'odeur de la terre, on a l'odeur de l'herbe mouillée. Il y a aussi bien sûr le pastel, tous les produits dérivés à partir de cette plante. Donc les essences, les crèmes, ce genre de choses. Et puis si on veut aller vers l'alimentaire, si on mange un cachou, il va y avoir l'odeur de la réglisse par exemple qui sera aussi prenante. D'accord, donc il y aura peut-être aussi la possibilité de faire jouer aussi le palais. Exactement, c'est bien sage. Bon, alors ça c'était pour les grandes lignes. Alors justement, au niveau de la visite, quel est un petit peu le tarif? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que ça peut être adapté aux enfants? Alors ça peut être adapté aux enfants. On avait des enfants qui ont participé à cette première découverte lors des Journées du patrimoine. C'est un public très facile, le public des enfants, parce que très ouvert à tout. Et il y a ce côté ludique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur, eux, d'avoir les yeux bandés et se retrouver en situation un petit peu inhabituelle. Donc je pense que c'est ouvert pas aux tout petits enfants, mais des enfants à partir de l'école élémentaire peuvent appréhender complètement donc, cette visite. Au niveau des tarifs, on a des tarifs qui sont entre 6 et 9 euros par personne, en fonction donc de l'âge de la personne ou autre. Et cette visite dure à peu près 2 heures, donc ça se fait dans un laps de temps qui n'est pas trop long pour justement conserver le plaisir de cette visite. Alors pour le futur, pour ceux qui n'auraient pas peut-être la chance d'y participer demain, est-ce qu'il est prévu de refaire ce genre d'expérience, peut-être changer dans d'autres lieux? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? On a déjà réfléchi, peut-être changer d'autres lieux, c'est peut-être prématuré puisque il n'y aura pas 150 personnes peut-être demain, mais c'est vrai qu'il y aura déjà quelques personnes. Je pense que les lieux sont pour l'instant bien choisis parce qu'ils permettent une intimité, de ne pas avoir trop de nuisances par rapport au bruit de la ville ou autre, se retrouver dans un lieu un peu privé aussi. Le but, c'est de pas de faire ressentir les gaz d'échappement, parce que ça, voilà, on le connaît. Voilà, on est plutôt habitué, surtout à vélo ou autre. Donc là, c'est vraiment percevoir, parce qu'il y a toujours une dimension patrimoniale et histoire qui est associée malgré tout à nos visites. Donc c'est un peu remonter dans le temps à travers justement l'usage de ces sens, et notamment du sens olfactif. Donc certainement qu'elle sera reprogrammée, en général sur le programme trimestriel, à peu près une fois par trimestre. Et un autre itinéraire, on verra pour l'avenir. Alors, dernière chose, finalement, est-ce qu'on peut dire que ce style de visite, c'est quelle est un petit peu la démarche? Est-ce que c'est plus de faire redécouvrir le patrimoine toulousain ou plus de, pourquoi pas aussi, faire comprendre ce que peuvent vivre des gens qui ne sont pas voyants? Je pense que c'est important effectivement, quand on bénéficie de toutes ces facultés, on a une vie plus facile et on se rend compte que quand on est vraiment contraint physiquement ou autre, ne serait-ce qu'avec une mobilité plus réduite ou avec d'autres sens moins facile. Je pense que ça c'est très important. Puis c'est aussi l'idée de permettre à des personnes souffrant d'un handicap de se dire qu'elles aussi, elles peuvent participer à des visites guidées. Le patrimoine leur est ouvert, même si c'est une idée qui se met en place, qui a pris un peu de temps. Mais ça c'est important aussi d'ouvrir ces visites et cette connaissance à tout un chacun. Voilà, c'était donc notre première partie consacrée à la visite à sentir. On passe tout de suite à une exposition sur la Russie qui a lieu en ce moment à la galerie expérimentale. Un petit mot sur cette exposition. Alors pourquoi cette exposition maintenant sur la Russie? Au-delà du fait que ce soit en effet l'année de la Russie, c'est un peu un prétexte parce que, et au gré des rencontres, cette exposition a été permise car nous avons organisé l'exposition avec la complicité de Lisa Fetisova, oui, une commissaire d'exposition russe qui défend ses artistes en France. Alors justement, quel a été un petit peu son rôle dans cette exposition? C'est quoi? Vous amenez des artistes qu'elle avait dans ses galeries là-bas en Russie? En fait, c'est une commissaire d'exposition et une galeriste russe qui défend des jeunes artistes russes en France. Donc, elle a une sélection d'artistes, un panorama d'artistes russes qui nous a permis d'avoir cet ensemble d'artistes à Toulouse. D'accord. Donc, ce sont des artistes russes, mais qui travaillent en France? Absolument pas. Ils vivent tous en Russie, bon, à l'exception d'une artiste qui est derrière moi et qui vit à Paris. Sinon, la plupart, la majorité vivent en Russie. C'est la raison pour laquelle une personne intermédiaire, en tout cas une personne qui défend la jeune création russe en France, est intéressante puisque ça nous permet d'accéder à des artistes
très éloignés, comme par exemple Dounia qui vit en Sibérie. Oui. Voilà, donc là, au fin fond de la Russie, c'est plus difficile à toucher. D'accord. Alors justement, un petit mot sur ce qu'on a derrière. Donc, ce sont des œuvres de Anastasia Bolshakova. Alors, Exactement. pour expliquer un petit peu aux gens, quelle est un petit peu la démarche de cet artiste? Anastasia travaille plus particulièrement avec des objets du quotidien. Ce travail en fait est présenté sous forme d'installation avec des objets qui sont peints, des objets du quotidien en fait. Ouais. Voilà, comme une espèce de mémoire aussi en référence à son pays, puisque on imagine la différence entre la France et la Russie et la difficulté pour un artiste, surtout un jeune artiste, à s'intégrer dans cette jungle parisienne, on va dire. Et l'œuvre qui se situe au milieu représente en fait des culottes qui sont amidonnées et peintes et qui sont mélangées. Ce sont en fait les deux drapeaux français et russes pour symboliser une sorte d'alliance franco-russe. Alors, un petit mot sur la création contemporaine russe. Il y a une différence entre la création russe et française ou pas? Est-ce que réellement on peut sentir une différence ou pas? La différence que l'on ressent quand on parcourt l'exposition, c'est la jeunesse, l'âge des artistes. Oui. Ils sont tous nés dans les années 80 et c'est assez étonnant de voir des jeunes aussi motivés et aussi près de la création par rapport à leur âge. Oui. Justement, pour revenir un petit peu sur la galerie, plus particulièrement la vôtre. La galerie expérimentale, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça existe depuis combien de temps et quel est un petit peu la démarche de la galerie? La galerie a été fondée en 2004 Oui. et représente la création contemporaine en mixant à la fois des artistes confirmés et des artistes plus jeunes. Voilà, elle fait la promotion de la jeune création contemporaine, tout en proposant des artistes de renom international. Et grâce à l'espace que nous avons, de plus de 300 mètres carrés, cela nous permet d'organiser des expositions d'envergure qui nous permet de confronter justement à la fois de jeunes artistes à ces artistes internationaux. Oui. Alors justement, pour parler toujours de cette exposition, on a parlé un petit peu de cette installation. Il y a aussi des photos, il y a aussi d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme autre œuvre ici? L'intérêt d'une exposition collective, c'est la multiplicité des médiums. C'est vrai que c'est vrai que certaines galeries choisissent de rester sur un seul support, mettons on a à la fois de la photographie, de la sculpture, des photographies à la fois traditionnelles et numérique, donc oui, beaucoup plus près de la création actuelle, notamment les photographies de Oleg Dou, qui croisent les techniques, puisque c'est à la fois des modèles qui sont des modèles avec une technique traditionnelle et repris en numérique. Justement, s'il devait y avoir un artiste coup de cœur ou une œuvre coup de cœur, quel serait un petit peu, selon vous sur cette exposition? Oleg Dou, peut-être par son côté séducteur, mais je pense qu'il y a des œuvres qui sont plus discrètes et qui méritent toute l'attention du public. Ce sont les œuvres de Sokolenko, qui est microbiologiste et qui travaille à partir de la ligne et du point dans la lignée de Kandinsky. Pour rappeler un petit peu les informations pratiques pour ceux qui souhaiteraient venir à l'exposition, donc quels sont un petit peu les jours d'ouverture et les horaires d'ouverture? La galerie est ouverte au public de 14h à 19h, du mardi au samedi, ainsi que sur rendez-vous en dehors de ces horaires. Oui. Et l'exposition dure jusqu'à la mi-mars. Mi-mars, ok. Dernière chose, si jamais des gens ont des coups de cœur pour des œuvres qui sont exposées ici, est-ce qu'il y a possibilité de les acheter Évidemment, puisque c'est notre activité principale, puisque en tant que galerie d'art contemporain, galerie privée, nous vendons des œuvres d'art en direction de collectionneurs. Ça va de quel prix à quel prix, un petit peu? Ça peut aller de 200 € jusqu'à 200 000 €. Ouais. Mais là, sur cette exposition,
C'est aux alentours des... on part de 350 € jusqu'à 10 000. Ouais. Dernière chose, là, on a parlé un petit peu de tout ce qui est installation, tout ce qui est, on va dire, purement physique. Il y a aussi l'exposition sonore, c'est un petit plus. Alors, on peut dire un petit Oui, c'est un environnement sonore qui regroupe des musiques d'avant-garde russe des années 20. Ouais. Et qui sont là pour accentuer pour donner un côté plus russe à l'exposition, pour recréer un esprit russe. Donc dès qu'on rentre dans la galerie, on est immergé totalement dans ce milieu russe. Je l'espère. Voilà, c'est ce qu'on espère. Merci encore. Merci à vous. C'était donc Les Jardins de la Culture. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous.